Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la libre antenne jusqu'à 1h. Nous allons, si vous en êtes d'accord, dialoguer ensemble et réfléchir à vos problèmes, quels qu'ils soient. Alors n'hésitez pas, on peut tout se dire et surtout on peut ensemble, avec les auditeurs, trouver des pistes et des solutions à vos questionnements. Quentin et Sonia sont là au standard, ils vous accueillent au 39 21. Et ceux qui n'appellent pas, ils le savent, ils écoutent attentivement la libre antenne et ils peuvent intervenir par SMS au 7 39 21 en faisant précéder leur message du mot nuit. Et en laissant vos coordonnées téléphoniques, nous pourrons peut-être vous rappeler. Il y a également europe1.fr pour vos courriels, rubrique libre antenne. Boris Pirédu réalise ce soir cette émission pour vous. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Roland Pérez. Et nous accueillons Claudine. Bonsoir Claudine. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je suis très contente de vous avoir au téléphone. Bah, moi aussi Claudine. Parce que j'ai un gros problème. Je suis très stressée. J'ai perdu mon mari il y a 3 ans et j'arrive pas à me remettre. Bah, j'imagine, oui. J'arrive pas. Il est mort jeune apparemment. 68 ans. Ah oui, donc très jeune. Et puis toutes les dates arrivent, tout ça. Et puis j'ai eu des gros problèmes. Après, j'ai eu 7 ou 8 personnes qui sont encore redécédées. Enfin, qui sont décédées suite à... Je suis stressée comme tout, je ne mange plus. Je fais de l'anorexie. Alors ça m'inquiète. Mm-hmm. Il n'y a personne autour de vous, Claudine? Vous n'avez pas d'enfants, pas d'amis? Si. Non, j'ai pas d'enfants. J'ai eu un cancer à 20 ans et j'ai jamais pu avoir d'enfants. D'accord. Et votre mari n'a pas eu d'autres enfants avant, lui, de son côté? Non. D'accord. Non, faut mieux pas. Et vous avez des frères et sœurs? Non, j'ai plus personne. Tout le monde est décédé. J'ai plus que mon petit chien. Ouais. Et vous avez des amis? Ah, j'avais des amis. Pourquoi j'avais? Mais après, j'avais parce que je me suis aperçue qu'on s'est bien joué de moi. Et il me reste 2 couples, c'est tout, qui sont gentils avec moi, qui prennent soin de moi, qui m'appellent le matin, le soir, si tout va bien. Ils sont adorables. C'est bien, c'est bien d'avoir au moins 2 couples, ou en tout cas 4 personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Oui. Oui, mais vous savez, c'est dur les dates et tout. Et puis, j'arrive pas à comment vous expliquer, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est arrivé à moi, ça. Qu'est-ce qui est arrivé à vous? Le décès de votre mari? Ah oui, ça, j'ai pas pu le supporter. Il est mort, j'imagine, d'une maladie? La fameuse maladie, le cancer. Cancer, oui. Cancer de la langue. Et puis, ça a duré un certain temps? Ça a duré 1 an, que j'ai supporté, que je croyais qu'il était guéri, puis il n'était pas guéri. Oui, ça a été vite. Et puis après, c'était une hécatombe, toute ma famille, des amis, des cousins, des cousines, un par un, ils sont décédés. Alors là, je suis au bout du rouleau. Et puis la sœur de mon mari, qui m'a fait le cadeau magnifique de m'envoyer la photo de mon mari qui était décédé dans son cercueil. Alors ça, j'ai pas pu le supporter depuis 1 an. Elle l'a fait en connaissance de cause? Elle savait qu'elle allait provoquer chez vous un stress supplémentaire? Ou elle l'a fait par inadvertance? Oui. Par question d'héritage. Ah. Alors, écoutez, excusez-moi, mais c'est dégueulasse. Mais pourquoi il y a un problème d'héritage aussi? D'un autre côté de mon mari. Ah, d'accord. Moi, je suis pour rien parce que j'hérite pas. Moi, je m'en fiche complètement. Je suis pas héritière de mon mari. Pourquoi vous n'êtes pas héritière de votre mari? Ah, mais non, mais ça, je sais très bien. J'ai quelqu'un qui est notaire et elle m'a bien expliqué. Puis moi, je ne veux pas avoir d'argent qui vient de quelqu'un d'autre qui est décédé malheureusement aussi. Vous avez pu parler avec votre mari avant son décès? Vous avez pu vous préparer? Les médecins vous ont dit que malheureusement il ne pouvait plus rien faire. On vous a informé de tout ça? Non, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Oui. Il allait passer une visite et il m'a dit à ce soir. Et puis je l'ai jamais revu. Comment ça, vous l'avez jamais revu? Il est resté à l'hôpital parce qu'on y a trouvé un 2e cancer. Mais vous avez été le voir quand même, non, à l'hôpital? Je ne pouvais pas y aller, j'ai pas de permis de conduire, j'ai pas de voiture, j'ai rien. Ah,
il voulait pas me voir. Ah, il ne vous souhaitait pas que vous le voyiez souffrir Non, ou il me téléphonait, tout ça, il me téléphonait. Et puis, c'est tout. Et personne n'a pu vous accompagner à l'hôpital? Vos amis que vous aviez n'ont pas pu vous accompagner à l'hôpital? Personne m'a proposé. Pourquoi? Parce qu'il respectait la volonté de votre mari de ne pas vous voir? Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. J'en sais rien, et puis disons que depuis, moi, je suis malade, et puis j'étais voir mon médecin le mois dernier. Bon, j'ai perdu 17 ou 15 kilos, je ne sais plus combien, et il m'a trouvé une anorexie, et puis il m'a trouvé quelque chose au poumon. Qu'est-ce qui vous a trouvé au poumon? Mais il m'a dit que c'était inquiétant, qu'il fallait que je passe un scanner. Alors j'ai une trouille, mais une trouille. Ah oui, j'imagine. J'imagine, mais il va falloir quand même le faire, Claudine, parce que c'est ça que je voulais savoir. C'est ça que je voulais. Si je dis non, qu'est-ce que je sais plus quoi faire. Bah, vous êtes Claudine. Je regarde votre âge sur la fiche qu'a préparé Quentin. Vous êtes jeune. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose où vous pourriez recevoir un traitement. J'ai 74 ans. Oui, vous êtes jeune, donc vous pourriez. Oh, c'est gentil. Mais c'est vrai. Claudine, aujourd'hui, 74 ans, c'est avec les progrès de la médecine. Aujourd'hui, 74 ans et n'est pas un âge vieux. Donc vous pourriez éventuellement, moi je pense, et j'en suis pratiquement certain, vous pourriez recevoir un traitement adapté en considération de ce que vous avez. Peut-être que c'est quelque chose de tout à fait bénin, vous ne le savez pas. Votre médecin, c'est un généraliste qui vous a vu. Oui. Puis il me connaît très bien. Il m'a dit, faut pas vous inquiéter, mais faut pas vous inquiéter. Vous savez, le généraliste, il n'a pas aujourd'hui, ils ont des scanners, ils ont des outils de radiographie très puissants. Donc, votre généraliste, lui, il voit une petite anomalie, mais il ne sait pas ce que c'est. C'est probablement bénin. Il sait pas. Voilà. Donc, c'est probablement bénin. Donc, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Claudine, je pense que depuis le début, dans votre histoire, vous n'avez pas pu affronter un certain nombre de choses. Vous n'avez pas pu affronter le décès manifestement de votre époux, et je le comprends. Dans les circonstances, il est parti très vite. Il est parti très vite. Vous l'avez pas vu. Vous n'avez pas pu le voir. Vous n'avez pu que lui parler. Là aujourd'hui, vous avez un problème de santé. Peut-être est-il très bénin, mais vous voulez pas le voir non plus. C'est un peu dommage parce qu'il faut quand même qu'aujourd'hui vous anticipiez et que vous ne soyez pas juste victime de tout ce qui vous arrive, parce que c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire que c'est toujours après coup et vous êtes victime ou vous n'arrivez pas à anticiper. Là, vous avez le moyen un peu d'anticiper, c'est-à-dire au moins de ne pas attendre que la foudre vous tombe sur la tête et peut-être de l'éviter. Donc là, il faut le faire parce qu'il faut que vous repreniez un peu possession de votre vie. C'est ce que mon médecin m'a dit, il ne faut pas faire l'autruche. Non, Claudine, je pense qu'il ne faut pas le faire. En plus, vous disiez que vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter. Vous dites que vous avez un chien aujourd'hui. Votre chien, si vous ne vous soignez pas, il va rester avec qui, votre chien? Eh ben voilà. Il a besoin de vous aussi. Voilà. Il a besoin de moi, mais si jamais je suis hospitalisée ou quelque chose... Non, mais là, vous pouvez peut-être le laisser chez vos amis pendant quelques jours, là. Je ne sais pas, parce que... Mes amis, ils ont un enfant qui est invalide dans un fauteuil roulant. Alors je ne peux pas les embêter avec ça. Vos deux couples d'amis ne peuvent pas le prendre, aucun des couples? Maintenant, les autres, ils ont presque 80 ans. Et vous avez des voisins? J'ai des voisins, mais vous savez, ça fait pas longtemps, j'ai déménagé. Ça fait pas longtemps que je suis installée, personne ne me connaît. Et puis, je ne veux pas me faire connaître. Mais c'est dommage. C'est dommage, Claudine. Vous avez l'air franchement très sympathique. C'est dommage que vous n'en profitiez pas parce que vous avez déménagé. Vous pourriez peut-être aller taper à la porte de vos voisins, vous présenter et puis leur demander si tout à fait exceptionnellement... parce que, alors là, de toute façon, vous allez d'abord passer des examens. Vous allez d'abord aller voir on vous a demandé d'aller où? À l'hôpital? À l'hôpital, oui. Bon. J'y vais le 16 janvier. Comment vous allez y aller là? Qu'est-ce qui va vous amener? Vous allez prendre une ambulance? Je vais prendre un taxi. Et votre chien peut monter dans le taxi? C'est un gros chien? Ah non, c'est un petit caniche. Vous pouvez peut-être l'emmener avec vous, non? Ah non, pas à l'hôpital. Ils n'accepteront pas à l'hôpital? Il n'y a pas de moyen de... Ah non. Bon, non, parce que j'ai dit à mon docteur, je veux bien aller à l'hôpital, mais avec mon chien. il m'a dit, il m'a pas dit Claudine, hein. Il me dit, vous n'êtes pas bien, non, de me dire ça.
Il y Ça, a- je ne veux pas me séparer. il y a un vétérinaire, il y a un vétérinaire dans la région, peut-être que vous pourriez lui demander s'il y a un petit refuge pour, Oui, où vous oui. pourriez laisser votre chien, Je m'en une suis occupée. association. Bon, bah très bien, voilà. Donc vous allez pouvoir le laisser votre chien pendant une journée au moins, parce que là, de toute façon, on va pas vous garder. Enfin, il faudrait voir avec l'hôpital, mais je pense que on va vous faire des examens, ou en tout cas, on va vous prescrire des examens et vous reviendrez pour des examens. Donc vous allez pouvoir oui, vous bah, organiser. Mais là, Claudine, il va falloir quand même que vous organisiez un peu votre vie. Il faut plus que vous soyez juste victime de ce qui vous arrive. Vous avez déjà eu Oui. de gros, oui, de gros chagrins Oh, quand j'en même. ai eu des gros soucis. Vous Oh, avez, mais j'en ai encore eu un gros. Vous savez, les événements du vendredi 11 novembre. oui, oui, J'avais un neveu qui était au Bataclan. à Sandy. Non, à Sandy. Ah, Saint-Denis au parc, d'accord. Ouais. Et ça pendant va 2 jours, j'ai pas pu. Ah oui. Ben, c'était très bien, mais pendant 2 jours, je pouvais pas avoir de nouvelles. Alors ça m'a encore inquiété. Bon, et vous avez des nouvelles Il aujourd'hui. n'était pas au Bataclan. Pardon. Vous avez des nouvelles aujourd'hui, ça va. Oui, mais enfin, disons, ça l'a traumatisé. Ça a traumatisé tout le restant de famille Claudine. que j'ai à Paris. Claudine, vous avez beaucoup de problèmes déjà. Vous pouvez pas prendre tous les problèmes. Non, vous avez vous pouvez pas les prendre et vous en avez pas Non. ni la capacité ni la possibilité. Et puis ça changera malheureusement pas grand chose si vous les prenez aussi sur votre dos et dans votre cœur. Donc il va falloir que vous songiez un petit peu à vous, Claudine. Vous avez déjà perdu l'homme de votre vie Oui. et dans des circonstances extrêmement tristes. Voilà, aujourd'hui, vous devez penser un petit peu à vous, franchement. Je le répète, vous êtes jeune, vous êtes relativement jeune, vous avez un petit souci de santé, donc il va falloir le régler, ce souci de santé, et il va falloir Il que faut vous que je preniez enfin une longueur d'avance sur votre vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez toujours à la traîne et que vous soyez victime. Là, vous allez prendre une petite longueur d'avance, et puis vous allez aller voir et entendre ce que va vous dire le médecin. Et puis D'accord. ça va déjà vous rassurer, vous allez arrêter de vous stresser, vous allez pouvoir rentrer chez vous, être avec votre chien, profiter de vos amis. Il vous reste pas beaucoup d'amis, donc autant que vous en profitiez, parce que si vous passez beaucoup de temps à être triste et malheureusement à vous souvenir de vos proches et de vos amis qui sont malheureusement disparus, vous profiterez pas du moment présent. Il faut profiter du moment présent quand même. Bah oui. Il Et est vous là savez, le moment toute seule, présent. C'est dur. Oui, c'est dur, C'est mais dur toute seule. mais vous avez les moyens de ne pas rester toujours toute seule. Vous avez vos amis. Et puis, je vous ai dit, sincèrement, vous pourriez aller frapper à la porte de vos voisins, vous présenter. C'est rien, c'est juste au moins dire bonjour. Vous Sachant... croyez Mais bien sûr, pourquoi? Qu'est-ce que vous risquez? Oh, Vous bah, risquez rien. quoi? Les gens sont gentils? Pourquoi vous pensez que les gens vont mal vous accueillir? Puisque vous-même, si quelqu'un venait frapper à votre porte pour vous dire bonjour et pour se présenter, comment vous allez l'accueillir? Ah ben je l'accueille gentiment. Bah alors, pourquoi voulez-vous que vos voisins n'en fassent pas de même? Je sais pas. Bah, il n'y a pas de J'ai plus raison. confiance. Mais J'ai plus confiance. pourquoi vous n'avez plus confiance? Bah disons, j'ai plus confiance aux personnes. Bon, vous savez, la plupart de On ceux m'a que vous aimez, tellement fait de mal. oui, mais bon, c'est pas grave. Ceux qui vous ont fait du mal aujourd'hui sont peut-être plus là, et puis vous les ignorez. Mais c'est pas parce qu'on vous a fait du mal que tout le monde va vous faire du mal. Vous croyez? Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. La vie le montre et le démontre tous les jours. Il faut juste avoir un petit peu confiance dans la vie. Bah, c'est ça Claudine, que il je faut pas être négative, Claudine, je vous assure. Ne soyez pas négative. Oui, Et de toute façon, c'est beaucoup plus enrichissant d'être optimiste et de croire plutôt à l'amitié des gens, à l'ouverture des gens. C'est quand même beaucoup plus simple que de croire le contraire. Oui. C'est pour ça que j'avais besoin d'un petit peu de soutien, qu'on m'aide, qu'on me conseille. Et ben voilà, j'espère vous apporter ce conseil et tous ceux qui nous écoutent aussi. Donc vraiment, et c'est des messages que je lis là. Tout le monde dit mais il faut vous ouvrir aux autres, il ne faut pas être pessimiste. Et on me dit oui, il faut aller frapper à la porte de vos voisins, vous présenter. Oui. Surtout que c'est les fêtes. C'est des de fin personnes d'année. âgées aussi. Vous Oui, savez, je sais pas trop. C'est pas grave. Vous voyez, vous me dites c'est des personnes âgées, donc vous vous considérez plus jeune qu'elles, vous-même. Oui, c'est Eh gentil. ben, vous voyez que c'est pas moi qui vous considère simplement plus jeune, vous aussi. Donc vous avez en vous pas mal de ressources et de possibilités, Claudine. Donc Oui. il faut les utiliser, Claudine. Vous êtes sympathique comme tout. Ben, j'essaie
j'essaye de remonter la pente. Mais vous allez le Bon, faire. bah, ça y est, Vous vous allez m'avez le remonté faire. un peu le moral. Vous allez le faire en vous ouvrant aux Mais autres. voyez, il y a Noël qui arrive, je suis toute seule. Vous êtes toute seule. Noël, c'est un jour, c'est le 24 décembre. Bon, d'accord. Bon, j'ai Mais, pas. mais en attendant, si déjà vous prenez soin de votre santé, si déjà vous êtes rassuré, ben vous vous dites que l'année prochaine, vous serez beaucoup plus en forme, vous serez beaucoup moins angoissé, peut-être plus ouvert aux autres, et peut-être que vous serez pas seul le 24 décembre prochain. Pensez déjà au 24 décembre prochain. Pensez pas à celui qui arrive en vous disant je vais rester seul, je suis pas bien. Pensez au fait que vous allez prendre en charge votre santé, prendre en charge votre alimentation, vous remettre un petit peu à manger, vous remettre un peu à vivre. Voilà, il faut que je remange. C'est des choses bien plus importantes que le 24 décembre, je vous assure. Le 24 décembre, c'est une journée dans la vie d'un individu, c'est juste un soir. Mais au-delà de ça, il y a votre santé, il y a vous qui m'apporte. Ce qu'il y a, je comprends pas, c'est que je fais de l'anorexie et je m'en suis pas rendu compte. Ben si, vous vous rendez compte forcément puisque vous le dites là. Donc vous vous rendez compte. Simplement, là, ça prend des proportions parce que vous avez vraiment maigri. Mais oui, mais c'est normal. Vous êtes seul, vous ressassez tout ce qui s'est passé. Oui, il faut arrêter de ressasser parce que si ressasser vous permettait d'être mieux, ben je vous dirais continuer de ressasser. Mais c'est pas le cas. Vous voyez bien que ressasser vous fait du mal puisque vous mangez pas. Pas dans la journée, c'est le soir que je suis. Mais oui, c'est toujours la nuit que c'est propice. C'est toujours la nuit. Vous écoutez la libre antenne le soir? Mais oui, mais j'ai un petit problème. Bon, j'ai cassé mon poste de radio et je vais en avoir un demain matin. Eh ben voilà, la vie va changer déjà. Bah écoutez, super. Donc la vie va changer. Demain, vous allez retrouver Caroline Dublanche qui va être à l'antenne et je suis sûr que les auditeurs vont... Tous les soirs, je vous écoute et je suis heureuse et je m'endors. Eh bien alors voilà, donc le soir vous êtes déjà plus seul, la journée ça va mieux, et puis vous allez vous soigner, parce qu'il faut vous soigner, il faut pas faire la politique de l'autruche comme le dit votre médecin. Donc vous allez vous soigner à partir du moment où vous allez commencer à vous occuper de vous, vous allez voir, vous allez y arriver. Mais j'ai peur du verdict, moi c'est ça. Mais Claudine, le verdict, pour en avoir peur, il faut déjà l'entendre. Oui, vous avez raison. Donc on va déjà l'entendre. Vous nous rappelez pour nous dire? Caroline sera là demain ou un autre jour, vous avez Caroline et ensuite Caroline Veil sera là pour les quelques jours avant je vais à l'hôpital le 16 janvier. Bon, et bien alors Caroline Dublanche ou Sophie Peter seront là, de retour. Ah mais ça fait déjà... Et puis j'ai eu Paul, tout le monde m'a remonté le moral. Oui, Paul, bien sûr. Et puis vous m'avez remonté le moral aussi. Bon, je suis content, Claudine. Je vous embrasse. Allez-y, allez à l'hôpital. N'ayez pas peur, Claudine. D'accord. Je suis sûr, j'entends votre voix, je suis sûr que vous avez strictement rien. Elle a changé, ma voix. Moi, je suis un médecin des ondes, vous allez voir. Ah, d'accord. D'accord. Bon, écoutez, vous êtes très sympathique. Vous m'avez remonté le moral et je vais pouvoir dormir tranquille. Et nous aussi. Bonsoir, Claudine. Merci. Merci de tout mon cœur. Europe 1, Roland Pérez. Bonsoir, Sarah. Bonsoir Roland. C'est une drôle d'histoire qui vous est arrivée, Sarah. Oui, je n'ai pas vécu l'agression du Bataclan. Et malheureusement, j'ai vécu une agression d'une voisine de palier et qui a pénétré chez moi. J'ai eu le sentiment d'être violée physiquement puisqu'elle m'a agressée sur mon corps violemment. Elle a essayé de m'étrangler, elle m'a tapé contre les murs et elle a commencé à briser tout ce qu'elle pouvait trouver chez moi. C'est une personne avec laquelle j'avais eu... c'est une voisine que j'ai depuis un certain nombre d'années et elle venait chez moi assez régulièrement, fréquemment. Et comme elle était assez seule, je lui ouvrais ma porte, je la recevais gentiment. Et il y a 7 ans, je suis partie faire un petit voyage avec elle. Et au retour de ce voyage, il y a eu des choses qui n'allaient pas. J'ai eu très peur, d'ailleurs, au retour en voiture parce que elle me menaçait de me planter. Enfin, bon, j'étais prête à reprendre le train et rentrer toute seule. Et dès que je suis revenue chez moi, à ce moment-là, j'ai pris la décision de couper toute relation avec cette personne parce que je pensais que c'était une personne qui avait des gros soucis psychologiques. Donc, j'ai évité cette personne tant que j'ai pu. Je vivais un peu
Dans la peur de la rencontrer, je faisais tout pour ne pas la croiser sur le palier ou dans la cour de mon immeuble. Et ça fait 7 ans que je vis comme ça, dans une espèce de peur, mais maîtrisée, je dirais, car je fais tout pour l'éviter. Vous vivez seule, Sarah ? Oui, je vis seule. Et cette femme, cette voisine, est quoi ? Elle est dans le même immeuble, dans un immeuble voisin ? Elle est dans le même immeuble et c'est ma seule voisine de palier. Voilà. C'est une voisine de palier ? Oui, et c'est la seule. Nous sommes 2 sur le palier. Comme souvent dans les immeubles. Oui. Et donc vous la rencontrez quasiment tous les jours, non ? Non, ça fait 7 ans, comme je vous dis, que je fais tout pour l'éviter. C'est-à-dire que quand je dois sortir de chez moi, j'écoute pour voir si elle ne va pas sortir. Donc, depuis 7 ans, plus ou moins, je la rencontre très épisodiquement. Et quand je la rencontre dans la cour, par exemple, quand on se croise et qu'il n'y a personne, elle m'agresse, elle me menace. Et moi, je baisse la tête et je n'ai pas, vous voyez, comme c'est une voisine, je n'ai jamais porté plainte. J'ai essayé de l'ignorer. Et je pense que c'est cette ignorance à son égard qui a fait monter cette agressivité, cette violence en elle. Et il y a 15 jours, je l'ai rencontrée dans la cour, elle a recommencé à me dire des choses, des violences, des injures. J'ai dit, ça suffit, je suis montée chez moi et j'ai fermé la porte. Et 5 minutes après, j'ai entendu que, parce elle claque la porte très violemment, je l'ai entendue rentrer chez elle. Et là, malheureusement, j'ai ouvert la porte pour lui dire, ça suffit maintenant, il faut arrêter, je n'en peux plus. Et là, elle m'a poussée violemment chez moi et elle est rentrée chez moi. Ah, et d'accord. elle a commencé à me prendre à la gorge et à me dire j'aurai ta peau, tu vas voir. Et elle a commencé à me taper, à rentrer. Et donc j'ai essayé de l'éviter, mais je ne suis pas quelqu'un qui ait une grosse corpulence. Cette femme est beaucoup plus forte que moi. Elle a de la violence et de la haine envers moi, donc elle est beaucoup plus forte que moi. Et moi, je venais de subir un problème concernant ma maman quelques jours auparavant. Et j'ai été complètement tétanisée. Je n'avais plus aucune force. J'étais comme un chiffon entre ses mains. Donc, j'ai essayé d'aller à la fenêtre pour crier au secours parce que je n'arrivais pas à me défendre et j'avais peur qu'elle me tue. Parce qu'elle devenait violente et de plus en plus, voyez, d'agression. Elle se maîtrisait plus. Oui, elle ne se maîtrisait plus. Et dans ses yeux, j'avais l'impression qu'elle était là pour me tuer et que je ne pouvais rien faire. Une espèce de folie, oui. Oui, une espèce de folie meurtrière. Et j'étais tétanisée. Et vous voyez, j'ai plus aucune force pour résister. Donc, j'ai réussi à aller à une fenêtre, à ouvrir la fenêtre. Et à appeler au secours et à crier tant que je pouvais. Mais par contre, il y a eu beaucoup de bruit. Elle a cassé beaucoup de choses chez moi. Et fort heureusement, ma voisine qui habite en dessous de chez moi a prévenu la police. Et moi, je voyais les gens dans la cour de mon immeuble qui étaient aux fenêtres parce que je hurlais en disant on va me tuer, appeler la police. Et même pas 5 minutes après, donc je la fais courte, la police est arrivée. Et j'étais toujours à la fenêtre en train de hurler. Je n'osais même pas. Ma cuisine était jonchée de bris de verre. Elle avait tout cassé. Et donc la police, je suis allée ouvrir la porte. La police est venue. Et bon, j'ai relaté ce qui m'était arrivé. Et donc, je suis partie déposer plainte. Et moi, je suis partie dans une voiture et elle dans une autre, puisqu'ils sont allés chez elle. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand elle a entendu que la police arrivait chez moi, elle a refermé la porte violemment, elle s'est précipitée chez elle et elle a tout cassé chez elle aussi. Et elle a dit à la police que j'avais pénétré chez elle et que j'avais également cassé des choses chez elle. Ouais, alors que je n'ai pas mis les pieds chez elle de toute ma vie. Donc on s'est retrouvés à la police, j'ai fait ma déclaration, j'ai porté plainte. Voilà. Alors voilà où j'en suis, c'est que donc j'ai fait constater toutes les violences sur mon corps physique et la police m'a demandé d'aller à l'UMJ pour faire constater tous mes hématomes et m'a conseillé d'aller voir un psy parce que depuis ce moment-là, je vis dans un état de peur, de choc. De choc. Je suis dans un état de choc et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression d'avoir été violée.
Et oui, elle a pénétré chez vous. Alors, au-delà au-delà de la violence physique, elle a pénétré chez vous. Et c'est une forme de viol. C'est comme un vol. Souvent, les gens qui ont été victimes d'un vol parlent souvent d'un viol aussi. C'est un viol moral, au-delà des blessures physiques. C'est-à-dire qu'elle a pénétré chez vous. Elle est entrée dans votre intimité. Et puis, elle a violé mon intimité et elle a violé mon corps. Oui, ça se comprend. Et depuis, ça fait 15 jours, je fais des cauchemars. J'ai été voir un médecin qui m'a donné des médicaments. Alors, ce qui va se passer, donc j'ai porté plainte et au commissariat, on m'a demandé d'accepter d'aller à une médiation. Oui, je vais vous expliquer ce que c'est, une médiation pénale. Voilà, c'est une médiation pénale. Alors, je vais vous dire ce qu'il en est. Au début, j'ai refusé. Parce que je ne veux pas... On m'a dit que je serais confrontée à cette personne et je ne peux absolument pas voir cette personne. Pas forcément, mais je vais vous expliquer, oui. Oui, voilà. Et alors donc demain, je vais au tribunal et je ne sais pas comment ce qui va se passer. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, avant d'en arriver justement à ce qui va se passer demain, moi j'aimerais un petit peu comprendre pourquoi cette personne a eu cet accès de violence qui n'est pas soudain, semble-t-il, parce que vous nous dites que depuis 7 ans, depuis votre retour de vacances, elle attend son heure, je dirais. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? C'est ce que nous demande un des auditeurs qui réagit par SMS. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces vacances? Parce que avant ces 7 ans, ça fait combien de temps que vous cohabitez sur le même palier toutes les deux? Écoutez, ça va faire plus de 20 ans. Donc pendant 13 ans... Mais quand elle est arrivée, je ne lui adressais pas la parole. Alors, parce que j'avais quelque chose que je ressentais qui ne me plaisait pas. Vous aviez un instinct? Oui, j'avais un instinct, j'ai beaucoup d'intuition et cette personne ne me plaisait pas. Je trouvais qu'elle avait l'air mauvaise, mal intentionnée, médisante. Et petit à petit, elle tapait à ma porte pour une raison. Elle voulait de la moutarde, du sel, enfin. Et petit à petit, elle venait au moment des repas. Et comme j'étais seule, je me disais, elle est seule. La pauvre, je lui disais, tu veux venir. Vous voyez, j'ai eu de la compassion à son égard, de la pitié, je dirais, parce que c'est une femme seule. Elle est seule également. Quel âge a-t-elle? Elle a une 60aine d'années. Elle n'a pas eu d'enfant? Elle n'a pas été mariée? Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie. Et elle a travaillé? En fait, elle a eu une carrière professionnelle? Elle a été avocate. Alors, elle ne l'est plus? Elle ne l'est plus et je pense qu'à 2 reprises dans sa vie professionnelle, elle a dû être mise à la porte parce qu'elle a en plus un problème d'alcool. C'est une personne qui... D'accord. Donc là, on touche du doigt peut-être déjà l'une des raisons de son agressivité parfois et de son accès de violence. Et moi, je pense qu'il y a autre chose. J'ai essayé de réfléchir sur la situation. C'est que je la recevais chez moi et vous voyez, elle pensait qu'elle avait... j'étais comme un soutien pour elle et elle comptait peut-être beaucoup sur moi et elle avait mis quelque chose sur moi que je ne pouvais pas lui donner puisque moi, je ne l'ai jamais ressenti, même si j'ai été très gentille et compatissante. Et vous voyez, on m'a expliqué que le fait de m'agresser et d'essayer de m'étrangler, puisque j'avais des traces autour de mon cou, elle a essayé vraiment pratiquement de m'étouffer. On m'a dit que c'est souvent des agressions de type passionnel, vous voyez, parce que je l'ai accepté, je lui ai pas donné mon amitié parce que j'ai jamais eu de relation d'amitié envers elle, mais de gentillesse, et le fait que je l'ai rejetée effectivement brutalement au retour de ses vacances parce qu'elle a eu un comportement... Mais qu'est-ce qui s'est passé justement pendant ces vacances? Qu'est-ce qui vous a tout d'un coup décidé à rompre toute relation, même de compassion que vous aviez? Eh bien écoutez, je me suis rendu compte qu'elle avait des réactions qui n'étaient pas normales. Par exemple, pour sortir de la ville où nous étions, pendant 3 heures, on a tourné dans cette ville. C'est elle qui conduisait, c'était sa voiture. Et je lui disais, il faut demander notre chemin quelque part parce qu'on ne va pas tourner comme ça pendant 3 heures pour sortir de la ville. Et là, elle a commencé à piquer des crises pas possibles. Et entre-temps, quand on avait été sur place, elle avait mis sa voiture dans un endroit non autorisé. Et le matin, puisqu'elle a l'habitude d'aller à une voiture, elle devait aller changer sa voiture de place. Parce qu'on venait d'arriver le soir et il fallait qu'elle change. Et elle ne l'a pas fait et sa voiture est partie à la fourrière. Et elle a considéré que c'était de ma faute et qu'il fallait que je lui paye la mise en fourrière, la contravention. Voilà. Oui. Et moi,
si vous voulez, j'ai tellement subi, je l'ai subi pendant toutes ces vacances où je l'ai conduite, j'ai eu, vous voyez, physiquement même, j'ai eu du mal à supporter parce que je ne me rendais pas compte que c'était une personne avec laquelle je n'aurais jamais dû partir, mais par respect, parce que c'était ma voisine et mon fils était avec moi, il a dit « Maman, tu ne peux pas ne pas rentrer avec elle » parce que d'ores et déjà, j'avais décidé de ne plus rentrer avec elle en voiture parce que j'avais peur d'elle. Et je l'ai fait parce que mon fils m'a dit « Maman, tu ne peux pas lui faire ça ». Et je l'ai fait, mais ça a été un calvaire pour moi, parce qu'elle est devenue complètement folle. Je peux pas vous expliquer. Alors vous avez parlé de votre fils. Oui. Votre fils a pu intervenir avant cette agression. Alors mon fils, il s'est mis en retrait parce qu'il voulait pas envenimer. Parce que vous voyez, quelqu'un qui est violent et qui, je pense qu'elle doit avoir un problème quand même psychique et lié peut-être aussi à sa violence due peut-être à l'alcool, je ne sais pas exactement. On ne peut pas, vous voyez, lui parler. Elle part de façon complètement aberrante. Et mon fils a voulu rester en retrait pour ne pas envenimer, et parce qu'on avait peur qu'elle nous mette dans le mur, qu'elle nous tue en voiture. C'était tellement à ce point-là. Et donc je suis arrivée chez moi, j'ai remercié le bon Dieu pour dire je suis arrivée saine et sauve chez moi. Et après, je me suis dit, c'est terminé, je ne veux et vous avez plus vous avez jamais pu lui parler, lui dire. Non, je n'ai jamais pu lui parler parce qu'à chaque fois qu'elle me voyait, c'était pour m'agresser. Oui, parce que vous ne lui avez peut-être pas parlé. Alors, non, j'ai refusé de lui parler. Et c'est ça qu'elle. Et je pense qu'elle a tout fait pour m'agresser, pour que je revienne vers elle, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Alors, et pendant toutes ces années, je l'ai évité. Et elle a attendu le moment où elle s'est retrouvée face à face avec moi, un moment où ma porte était ouverte et où elle a pénétré chez moi pour me donner toute la violence qu'elle avait accumulée pendant toutes ces années. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'était le bon moment, mais elle aurait pu le faire plus tard, comme elle aurait pu le faire avant. Oui. Je pense que là, c'était juste le trop plein pour elle. Alors, il faut savoir que, alors, on a beaucoup de messages, hein, beaucoup de gens nous disent qu'effectivement, cette voisine peut être dangereuse. Oui, parce que j'ai peur qu'elle recommence. Oui, alors on va en parler, parce que justement, on va parler de la médiation. Et puis, tout le monde nous demande pourquoi, mais moi, je pense que j'ai la réponse. Pourquoi vous n'avez pas déménagé, mais vous dites que c'est pas à vous de déménager. Alors écoutez, d'une part, c'est mon appartement. Ben ouais. Je suis propriétaire, j'étais là avant elle. J'aime beaucoup mon appartement. Et effectivement, je vais vous dire que quand je suis allée aux UMJ et que j'ai raconté mon histoire au médecin, il m'a dit, écoutez, c'est une personne qui est, comme on dit en anglais, insane. Elle n'a pas toute ça, elle ne sait pas se maîtriser. Elle a une part de folie meurtrière à mon égard. C'est une fixation qu'elle fait sur moi. Ouais. Et elle ne va pas me lâcher. Et elle m'a dit, malheureusement, c'est vous qui êtes la victime, mais c'est vous qui allez être obligé de déménager. Et moi, ce que je souhaite, si je vais à cette médiation, il y a une seule chose que je demande une mesure d'éloignement, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas le droit de m'approcher. Voilà. Je ne peux pas physiquement rencontrer cette personne. J'ai prévenu, parce que j'ai fait appeler par un avocat la médiation où je dois aller, en disant que donc la personne s'est présentée en disant que j'étais sa cliente, que je ne en aucun cas je pouvais me trouver en présence de cette personne. Alors il faut savoir que la médiation pénale, elle est souvent recommandée, puisque Monica se demande comment on peut penser à la médiation. En fait, la médiation pénale, elle est surtout, c'est une mesure un peu alternative aux poursuites. Oui. Et elle est souvent préconisée, alors soit en matière familiale, généralement pour un couple, et puis elle est préconisée aussi, alors on parle de violences légères, bon, à vous entendre, on a bien compris que c'était pas des violences légères, parce que vous aviez déjà subi des violences morales importantes, et là des violences physiques également importantes qui auraient pu conduire à un drame. Mais elle est peut-être préconisée parce que vous êtes voisines toutes les deux, et qu'on l'a bien entendu, c'est votre appartement, c'est là où vous êtes là depuis toujours. Et puis vous vous dites que c'est vous qui êtes la victime et que c'est pas vous en plus qui allez devoir déménager. Donc la médiation pénale, elle a pour but peut-être de parvenir à un dialogue et à une réconciliation. Alors ce qui se passe, c'est que si vous avez clairement dit à la police
qu'il a transmis probablement au magistrat, au procureur, que vous ne souhaitiez pas être présent, il n'y ait pas de confrontation. Oui, j'ai dit que je ne voulais pas Alors, être en sa présence. vous devriez demain être entendu par un médiateur ou par le procureur, je ne sais pas, l'un ou l'autre, qui va vous entendre seul. Oui, et à qui vous allez pouvoir... C'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on m'a promis, parce que dans un premier temps, j'ai refusé d'y aller. Et après que j'ai entendu que j'allais être reçue personnellement, isolément. Donc là, j'ai accepté d'y aller. Donc vous allez être entendu et vous allez pouvoir expliquer ce que vous venez très bien de nous expliquer, à savoir, vous l'avez fait d'ailleurs avec beaucoup de modération. On voit bien que vous êtes parfaitement crédible dans ce que vous racontez. Donc vous allez pouvoir raconter ce qui vous est arrivé. Aujourd'hui, la crainte que vous nourrissez à son égard, à savoir cette crainte perpétuelle, parce que vous êtes chez vous sans être chez vous quand même. Vous pouvez pas sortir. Vous pouvez pas sortir. Vous regardez par le Judas si elle est là. Vous entendez les bruits ou pas. Mais je descends dans un étage Oui, inférieur. vous retournez, j'imagine, toutes les 2 secondes pour savoir si elle n'est pas derrière vous. Je rentre très rapidement chez moi. Voilà, et dès que vous abordez, j'imagine, l'escalier ou votre immeuble, vous commencez déjà à avoir peur en vous disant que vous risquez de la rencontrer, parce que là, pour le coup, vous n'avez pas prévu votre coup, vous ne savez pas si elle ne va pas sortir, vous voir par la fenêtre, bon, vous vous dites qu'il y a du monde et que... Je marche sur la pointe des pieds pour pas qu'elle m'entende. Donc ça veut dire que c'est pas une vie. Donc ça, il va falloir que... Non, c'est pas une vie, je vis un cauchemar. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas vendre, c'est ce que dit Monica, ce serait encore plus absurde que vous vendiez votre appartement. Donc là, aujourd'hui, vous allez devoir expliquer tout cela. À partir de là, ce même médiateur va entendre, alors pas le même jour, mais ou peut-être un peu plus tard dans la journée, la personne qui a été, qui est donc votre agresseur. Il faut savoir que c'est vous la victime, il ne faut pas oublier que c'est vous la victime, et que, a priori, c'est elle l'agresseur. Donc, on va l'entendre également, elle va raconter sa belle histoire, à savoir que c'est vous qui l'avez provoquée, c'est vous qui seriez, soi-disant, venu chez elle, mais ça tient pas la route parce que je pense que... Non, mais attendez, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'elle est restée une nuit en garde à vue, et les policiers m'ont dit qu'à l'issue de sa garde à vue, elle a fini par avouer que je n'avais jamais mis les pieds chez elle et qu'elle m'avait agressée. Et puis, je pense que s'ils font le tour des voisins, les voisins la voisine d'en dessous a témoigné, elle a tout entendu. Donc, de toute façon, puis ce qu'elle vous fait à vous, même si elle le fait de façon plus violente, je pense qu'elle ne doit pas être forcément une très bonne malheureusement, voisine avec les autres aussi. Vous avez une gardienne ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, la gardienne ? La gardienne, malheureusement, nous venons d'avoir une nouvelle gardienne qui vient d'arriver et elle m'a dit « Je suis désolée, j'ai été interviewée, mais je n'ai rien pu dire parce qu'elle a peur et qu'elle ne veut pas... » Évidemment, c'est ce que j'allais vous dire, elle a peur. Il n'y a que ma voisine qui était présente et qui a, elle, vraiment témoigné tout ce qu'elle a entendu, les bruits, parce qu'elle me tapait contre les murs. Mais je pense que la police, qui a l'habitude, malheureusement, de ce genre de comportement, a pu tirer au clair la réalité. Donc, là, vous n'avez aucune inquiétude là-dessus. Donc, elle va être entendue, elle aussi. Et puis, alors, si elle a un vrai problème d'alcool qui engendre de la violence, ils vont peut-être lui faire ce qu'on appelle une injonction thérapeutique. C'est-à-dire qu'ils vont surseoir aux poursuites, parce qu'elle pourrait être condamnée. Est-ce que vous avez eu une incapacité lorsque vous avez été à l'hôpital? Oui, j'ai eu une ITT de 6 jours. 6 jours. Donc c'est quelque chose de sérieux, une ITT de 6 jours, une incapacité temporaire totale de 6 jours, c'est pas anodin. Donc ils vont probablement lui demander, ils vont faire ce qu'on appelle une injonction thérapeutique, de cesser évidemment de prendre de l'alcool, de se faire soigner, en tout cas de se faire soigner. Si elle était suivie psychologiquement mais bon, moi je n'ai plus aucune relation avec elle, donc j'ai dit que je ne saviez pas. Mais en tout cas, ils vont être obligés de la suivre eux. Donc il va y avoir, ça va se faire en plusieurs temps. C'est-à-dire que elle va avoir l'interdiction. Je ne vais pas être obligée de la voir. Non. C'est ça ma principale crainte. Vous n'allez pas être obligé de la voir. Elle va avoir, elle, une interdiction totale de vous approcher. Ouais. Donc c'est elle qui va maintenant suivre et qui va faire en sorte d'entendre des bruits pour être sûre de ne pas vous rencontrer. Oui, donc malheureusement, vous voyez, j'ai été regarder sur Internet ce qu'on dit sur cette médiation et on dit que en fait on vise à obtenir que la personne, si vous voulez, elle reconnaisse ce qu'elle a fait et que quelque part elle soit, vous voyez. Oui, elle s'engage. Elle va devoir s'engager. Oui, mais pour s'engager là. Elle a une prise de conscience de l'infraction qu'elle a commise. Oui, mais c'est pour ça qu'ils vont certainement lui ordonner thérapeutiquement d'être suivi. Le problème, c'est que j'ai eu des échos de gens qui l'ont rencontré et ma voisine d'en dessous qui lui a dit mais vous avez pété un câble et elle a dit oh ben non elle m'a énervée.
vous vous rendez compte, après ce qu'elle a fait, Oui. elle dit que je l'ai énervée, Oui, et c'est pour ça qu'elle m'a violentée, donc ça veut dire qu'elle n'a pas de conscience de ce Non, qu'elle mais m'a ça, si, fait. mais je pense qu'elle le dit à votre voisine, qui est pas une autorité, Oui, autorité d'accord. policière. Là, elle va avoir une autorité, ça va être le procureur, le médiateur pénal, c'est autre chose. Il y a une enquête, il y a eu un dossier, il y a eu une garde à Oui, vue, oui, ah bah, il y évidemment, a eu oui, une oui. audition Ah qui a oui. duré. J'ai eu 2 auditions, je suis restée toute l'après-midi au commissariat de police. Et Alors, je suis allée une deuxième fois. Donc, ils Avec ont un certificat ils médical ont de tous mon les médecin. éléments. Ils ont tous les éléments pour aujourd'hui lui dire que il va y avoir un sursis à une poursuite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de poursuite. D'ailleurs, le procureur peut quand même poursuivre, même si ils vous entendent toutes les deux que on va vous demander si vous maintenez votre plainte ou pas, Oui, et même moi, si vous la oui, c'est et ça même que je si voulais vous dire. et même Je si veux vous la maintenir ma plainte. vous la maintenez, mais si vous la mainteniez pas, de toute façon, le procureur peut quand même poursuivre. Mais ce qui peut être bon, si vous voulez, là où je trouve intelligent la médiation, c'est Oui. que savoir que s'il y a une décision de justice, elle est rendue, la décision de justice. Il y a une amende, il y a 3 mois avec sursis, puis la décision est rendue. Mais pour autant, la personne pense que voilà, elle a été jugée, rien ne l'empêchera forcément peut-être de recommencer. Là, Et de oui, savoir, et oui. oui, mais là, de savoir que elle peut être jugée encore, qu'il y a juste un sursis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce qui va intervenir, mais qu'on va la mettre un petit peu à l'essai dans son comportement. Ça va l'obliger, elle, déjà, à réviser son comportement à votre égard, peut-être à se faire soigner, en tout cas à tenter une thérapie, que ce soit l'alcool ou ses problèmes de violence liés ou non à l'alcool. Donc tout cela, il faut avoir confiance dans cette médiation quand même, cette médiation pénale, parce que le fait de passer au tribunal ne règle pas tout. En revanche, le fait d'être entendu, entendu vous, le fait d'être entendu elle, le fait qu'elle entende aussi votre souffrance, le fait qu'enfin elle comprenne que que vous habitez sur le même palier. Je ne pense pas qu'elle soit consciente. Elle est propriétaire de son appartement, elle aussi. Oui, elle est propriétaire. Mais elle n'est pas consciente de sa violence parce que c'est une femme. Elle le sera forcément si elle est suivie après. Si elle est suivie, Sarah. La question que je voulais vous poser, Roland, est-ce que à l'issue de cette audience, de cette médiation, est-ce que je dois demander à me porter partie civile? Alors, soit vous écoutez ce qu'il vous propose en disant voilà ce qu'on va lui dire, voilà ce qu'on va lui demander, voilà ce qu'on envisage. Si vous n'êtes pas d'accord et si vous pensez que c'est pas une bonne solution parce que vous vivez dans la terreur et que vous êtes sûr, vous, qu'elle va recommencer et que si aujourd'hui elle n'écope pas d'une peine, elle va recommencer, vous n'êtes pas obligé d'accepter cette médiation. Vous pouvez dire moi je n'accepte pas. Et je veux aujourd'hui qu'elle soit poursuivie et qu'il y ait une audience devant le tribunal, qu'il y ait une condamnation, qu'il y ait une injonction plus formelle encore thérapeutique. Je veux qu'il y ait une mesure d'éloignement. Je veux une mesure d'éloignement. Mais le problème, il y a une mesure d'éloignement quand vous habitez à quelques mètres l'une de l'autre, ça va être un peu compliqué parce qu'ils vont pas pouvoir la forcer à vendre son appartement. Donc ça va être aussi, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que s'il y a une chance pour qu'elle puisse accepter au moins de ne plus être violente, même si vous ne vous parlez plus et même si vous refusez, j'ai bien compris que vous avez toutes les raisons de refuser de lui parler, si au moins il y a une chance pour qu'elle comprenne et qu'elle se garde bien de nouveau, parce qu'au moins là il y a eu un dialogue, donc peut-être qu'elle va arrêter, parce que il va y avoir une explication, il va se passer quelque chose quand même, que ce soit à travers la police, que ce soit à travers cette terrible violence. Peut-être que ça a été le summum de votre histoire là, mais il est possible maintenant que vous vous en sortiez et que du coup, elle renonce à cette fausse amitié qui vous a fait, tant de mal. Mais oui, Sarah, c'est là. Sarah, rappelez-nous quand même pour nous dire comment s'est passée sa médiation. Demain, c'est Caroline Dublanc. Je vais laisser votre fiche ici à nos amis au standard, et puis ils la remettront à Caroline. Et Caroline pourra continuer avec vous. Voilà, il est juste minuit. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous. Bonne Jusqu'à 1h, la libre antenne vous est totalement dédiée au 3921. Vous le savez, on peut tout se dire et surtout on vous aide à y voir plus clair dans vos problèmes. Quand je dis on, j'englobe évidemment les auditeurs qui sont pleins de bon sens et qui interviennent par SMS au 73921. On vous en précédait leur message du mot nuit. Quentin et Sonia sont toujours là au téléphone pour vous accueillir. On a eu beaucoup
Réaction pour Sarah, on parle du calvaire de Sarah, beaucoup d'auditeurs angoissent un peu pour elle demain, tout le monde pense que sa voisine est quand même extrêmement dangereuse. Et puis on a un des auditeurs qui dit peut-être que le mieux est de l'affronter, d'affronter peut-être demain, si c'était possible, cette voisine une fois pour toutes dans un cadre organisé avec le médiateur ou avec le procureur, en tout cas en présence de tiers, et puis peut-être de briser peut-être la glace pour faire en sorte qu'ils puissent au moins avoir une cohabitation cette fois-ci sur un fond qui ne soit plus ce fond de violence terrible. Voilà un petit peu les réactions des auditeurs. On accueille maintenant sur l'antenne d'Europe 1 Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir Roland. Alors vous avez très très bien exprimé, vous allez le faire d'ailleurs sur l'antenne, un problème très récurrent dans les relations amoureuses. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, Roland? Allez, dites-moi tout, je suis à votre écoute. Quel est votre problème? Ah non, mais je pense que c'est... Oui, je ne sais pas si j'ai le même souci que vous, mais en tout cas, vous l'avez très bien exprimé. Donc, allez-y, pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent. Ben, moi, je disais à Quentin, j'étais en train de manger du bon chocolat noir. Et j'ai dit, ça va me donner un coup de pêche. Ouais. Et puis, bof, je sais pas. Alors, c'est pas facile, hein? Je vous écoute. Non, c'est facile. Vous voulez que je commence, moi? Vous voulez que j'exprime ce que vous avez très bien exprimé à Quentin? Vous dites, j'ai un souci avec les hommes, je n'attire pas les hommes qui me plaisent, mais j'attire les hommes qui ne me plaisent pas. Ouais. Ben, c'est un problème, c'est pour ça que je dis que c'est un problème très récurrent que beaucoup de gens rencontrent, évidemment. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes très jeune, Carla. Vous en êtes où aujourd'hui dans votre vie amoureuse? Ben, c'est le vide total. Alors, comme j'ai un travail qui me plaît beaucoup, qui me passionne, je me suis pas trop rendu compte en fait. Et après, bon, il y a eu la quarantaine, donc là c'est le coup de pelle. Bon, et puis après, on se dit waouh, je vais avoir 45 ans en juin, et je me dis, en fait, c'est tous les 5 ans le coup de pelle, quoi. Mais pas une seule fois dans votre vie amoureuse, vous avez été, je dirais heureuse, épanouie, totalement, pleinement amoureuse? C'est un peu compliqué. En fait, moi, je suis une grande amoureuse. Alors, mes amis me disent que je suis une amoureuse de l'amour. Et enfin, ce que je remarque, c'est ce que je disais à Quentin, en fait, c'est que c'est l'amour en file indienne. Parce que je parle beaucoup avec les gens, et filles et garçons. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens malheureux, en fait. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'être seuls. Et en fait, je suis dans le tas, quoi. Et j'avais pas fait attention. Donc oui, j'ai des coups de cœur. Alors, en fait, je crois que au départ, j'idéalise un petit peu l'homme qui me plaît. Alors bon, j'en suis plus à rechercher parce que bon, il y a un moment donné, au départ, vers les 20 ans, tout ça, c'est un peu, on regarde plutôt la beauté, l'extérieur, quoi. Et puis, bon, après, on comprend quand même un peu. Et puis, c'est plus ce que je recherche. J'ai envie de quelqu'un qui me fasse... Enfin, moi, j'ai besoin de vibrer dans tout, hein. C'est un problème. Alors, comme je vibre beaucoup dans mon travail, en fait, je renvoie une image qui n'est pas la... Enfin, c'est forcément un peu la mienne, puisque c'est moi. Mais entre ce que je parais et ce que je suis vraiment après dans l'intimité, il y a 3 ponts. Et j'arrive pas à trouver un homme qui capte ça. Comme j'ai un travail où j'ai besoin d'avoir de l'autorité, j'ai besoin de... Et puis bon, voilà, C'est indiscret de vous demander ce que vous faites, Carla? Je suis architecte, pardon, intérieur. Ouais. Donc, je me retrouve souvent sur donc, je suis maître d'œuvre, donc je suis souvent sur des chantiers, donc souvent avec des hommes plus âgés que moi. Et puis, comme j'ai un physique un petit peu, comment dire, assez féminin, il faut que je m'impose, quoi. Puis, j'ai du mal parce qu'il faut que je montre que je sais de quoi je parle avant de leur donner confiance en moi et avant de dire, voilà, le projet c'est ça et il va falloir le suivre, quoi. Alors, si vous voulez, on me connaît avec cette apparence un petit peu, je suis autoritaire, mais pas méchante, hein, ni agressive. Hein. Et
Et donc, quand on me connaît, on me voit toujours dans un rôle de, voilà, où je mène la barque, où je mène le truc. Et au départ, c'est ce qui plaît. Et puis après, Qu'est-ce qui déplaît? après ça fait plouf, quoi. Ouais, Ça fait plouf parce que on a l'impression que pour me garder, il va falloir me rentrer dedans. Alors que moi, je suis très féminine et que j'aime bien me mettre un petit peu soumise, j'avoue. Mais je veux pas qu'on me colle contre un mur, hein. Mais j'aime bien avoir un mec en face, quoi. Et puis j'aime bien être femme. J'aime bien mon rôle de femme. J'aime bien que l'homme ait son rôle d'homme. J'aime bien m'occuper de mon mec. J'aime bien m'occuper de lui. Je trouve que c'est beau, ça me plaît. J'aime bien, voilà. J'aimerais bien avoir un homme qui rentre à la maison, que ça sente bon le manger, que voilà, qu'il y ait des petites bougies partout, que tout ça. Et j'y arrive pas parce qu'en fait. Vous n'attirez pas ce genre d'homme. Voilà. Parce qu'on me voit comme plus comme une... Enfin, presque, j'essaie de demander autour de moi, hein, des gens de confiance. Ils me disent toujours, tu fais peur. Tu fais peur parce que... et même des copains, hein, des potes qui me disent... voilà, moi parce que je te connais, mais si je ne te connaissais pas... Alors après, il y a l'embrouille de... Mais finalement, l'aspect... on vous écoute et il y a déjà pas mal de réactions, hein. Notamment on a une réaction, après je vais revenir à ce que je pense un petit peu tout ça, mais on a une réaction d'un des auditeurs qui intervient très très fréquemment sur la ligne, qui s'appelle, non pas Valet de Cœur, qui s'appelle Sergio. Donc d'abord, dans un premier temps, il dit bon, cherchez plus Carla, je suis là, on se marie, on vieillit ensemble, signez-la juste en bas. et puis alors un peu plus loin, il nous dit allez, Quentin et Sonia, donc nos femmes, nos étudiants qui sont au standard, nous disent allez, Quentin et Sonia, à vos stylos, elle va en choper des numéros, mademoiselle Carla. Voilà, donc... Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, c'est gentil. Mais en fait... Pardon. Et Vincent, attendez, je finis dans le registre de ceux qui réagissent tout de suite. Vincent j'ai un frère qui s'appelle Vincent, j'adore ce prénom. Alors Vincent dit dommage que vous ayez passé la quarantaine, sinon j'aurais tout fait pour vous rencontrer, mais je n'ai que 26 ans. Vous voyez, vous êtes en train de faire une déferlante. Alors voilà, là on touche un point. Alors. Parce que alors après il y a l'effet des cougars, machin, et puis alors on croit toujours que les femmes de 40 ans ce sont des bons plans. Moi, non, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit, Vincent. Il y a de femmes de 40 aussi, et puis vice versa, et inversement. Hein. Mais c'est gentil en tous les cas, merci. Mais vous savez, Roland, le truc, c'est que en fait, comme je bosse, donc évidemment après quand on travaille et que j'ai de la chance. Et pardon de dire ça, mais ça fait partie aussi de mon problème en fait. Ce que je croyais un avantage est devenu un problème. Donc j'ai mon argent, je suis indépendante financièrement. Bon, après je me fais plaisir, bien sûr. Alors, j'adore faire plaisir aux gens que j'aime, il n'y a pas de souci. Hein, je suis quelqu'un qui partage. Mais bon, évidemment, voilà, j'ai mon petit appart qui est sympa, j'ai ma petite voiture, j'aime bien me fringuer, j'aime bien ceci, j'aime bien me faire belle, quoi. Mais ça, je ne veux pas plaire à tout le monde. Moi, je veux plaire à mon mec. Et c'est par exemple quand je m'habille, j'aime pas montrer voilà mes formes. Vous êtes pas je veux qu'on devine, mais je veux que mes formes se voient pour mon mec. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on me perçoit. On me perçoit comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un de froide, parce que j'ai un côté masculin qui est assez fort. En même temps, j'ai été élevée avec 2 garçons à la maison. Ma mère, je suis corse. Et c'est un peu hard ici, hein. Bon, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Et donc, le truc, c'est que, en fait, quand quelqu'un a du caractère, l'homme, moi, qui m'intéresse, mais ça veut pas dire que je veux un mec dur ou qui soit excessif ou macho. C'est pas ça. Juste même un mec avec ses faiblesses, quoi. Mais ouais. quelqu'un en face. Carla,
il arrive un moment où là vous exprimez très bien ce que vous souhaitez, vous exprimez surtout beaucoup de fragilité dans ce que vous êtes malgré la force dont vous devez faire preuve. On ne voit pas chez moi. Mais oui, mais on l'entend très bien, et vous l'exprimez parce que là vous avez réussi à l'exprimer parce que vous le faites dans le cadre on est dans une libre antenne et vous êtes là pour vous confier. Ce qu'on peut peut-être entendre, c'est que vous vous confiez pas forcément facilement et que vous n'arrivez pas à faire une vraie différence entre votre vie professionnelle et votre vie privée. C'est-à-dire que sur votre vie professionnelle, on a bien compris que vous devez avoir une certaine armure pour pouvoir faire bien votre travail. Vous êtes, j'ai pas le choix, voilà. Mais c'est pas un jugement, mais c'est pas un jugement et c'est très bien et il n'y a pas de problème. Et là, vous avez d'ailleurs dans votre travail, vous n'avez pas non plus à faire peur aux hommes ni faire peur à quiconque. Vous êtes juste là pour affirmer vos fonctions et faire en sorte de faire bien votre travail et vous avez le poids des responsabilités. Et respecter un contrat vis-à-vis d'un client. Voilà, vous avez le poids des responsabilités qui vous incombent et qui fait que vous êtes très vigilante. Mais au sortir de votre chantier, vous pouvez rajouter un petit peu chiante. Je sais pas, non, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes exigeante. Je sais pas si c'est chiante, mais je pense que vous êtes exigeante. Quand on veut bien faire son travail, on est souvent un peu exigeant. Ouais, c'est la même chose, mais en poli. Bon, peut-être. Alors, je suis peut-être poli. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous sortez de cela, lorsque vous avez enlevé votre uniforme d'architecte, quand je dis votre uniforme moral, je parle pas de votre uniforme physique, il faut que vous redeveniez la vraie Carla. Et la vraie Carla, c'est juste quelqu'un de sensible, quelqu'un de fragile. Mais parce que c'est moi aussi, ça, Roland. Oui, mais la vraie, mais peut-être qu'il faut que vous ayez. C'est difficile, vous savez, quand on a une profession comme la vôtre, une profession de responsabilité dans un milieu d'hommes. Souvent, il y a beaucoup d'architectes femmes, mais dans un milieu d'hommes avec des corps de métier d'hommes, il est difficile quand on rentre de raccrocher les gants de boxe. Il est difficile de se départir de comportements qu'on a eu comme cela toute une journée. Et on est un peu sur ses gardes, on est un peu on continue à vouloir en imposer un peu. Il faut peut-être que vous arriviez, si vous voulez, à vraiment faire la part entre ces deux Carla et rentrer chez vous, vous détendre et peut-être vous retrouver d'abord. Bon, alors me détendre, c'est un peu difficile. Mais en fait, Roland, mon problème, c'est que j'essaye de faire ça. Mais, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression d'être différente en plus, parce que mon travail, c'est mon travail. Et puis, quand je sors, ou je bois un verre, ou je vois mes amis, je suis même le clown de la soirée, quoi. Je veux dire, ça va, je suis pas si dur que ça, quoi. Mais, alors, dès qu'il va y avoir un homme comme moi je le conçois, puis moi j'aime les mecs avec une certaine fragilité aussi. J'aime bien un homme avec qui on peut parler. J'aime bien. Mais il faut le laisser venir. Il faut le laisser venir. Mais je le laisse. Mais ça prend pas. En fait, je vais attirer je vais attirer des hommes qui ne me plaisent pas. C'est-à-dire, alors moi je suis sentimentale, mais je ne suis pas romantique. Alors moi, le truc, on va regarder le coucher de soleil, je te tiens par la main, je t'ouvre la porte de la voiture. Je comprends, mais Carla, je comprends tout à fait. Mais je suis très sentimentale, je vais être très sensible à un geste, à un mot. Carla, vous n'êtes pas obligée de répondre aux sollicitations. Vous ne plaisez, les personnes, les personnes. Je suis toute seule et j'en ai marre de manger avec mon plateau toute seule devant la télé. Non, là, parce que d'abord vous pouvez sortir avec d'autres amis, vous pouvez avoir des copains et vous pouvez rencontrer certains garçons avec qui il se passera rien, mais que vous pouvez très clairement dire on peut rester copains, on peut faire des choses ensemble. Peut-être que vous allez plaire à un de ses copains à lui et que lui plaira à une de vos copines à vous. Vous avez suffisamment de sensibilité. Ah non, c'est clair que dès qu'il y a quelqu'un qui me plaît, il me regarde même pas. Mais c'est vous qui pensez ça. C'est vous qui pensez ça. Non, je suis très lucide. Non, franchement, c'est pas de la fausse modestie. Carla, si vous le laissez venir à vous, que dès qu'un mec me plaît, Carla, si vous le laissez venir à vous, d'abord il en suffit que d'un seul. Vous pouvez pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas vous plaire. Donc il en suffit d'un seul. Vous savez comment disent vous avez touché les le point. grands-mères. Parce que je suis quelqu'un d'assez sollicité. Pardon, c'est pas de la prétention, c'est justement un problème. Je suis quelqu'un d'assez sollicité. Et je me dis, mais pourquoi on m'envoie tout ça? Moi, j'en veux juste un.
Je voudrais juste un qui me plaise. Quoi. Alors, je me retrouve avec des numéros de téléphone sur la voiture, des trucs, on m'offre le café quand je vais boire un café. Mais ça c'est plutôt... Mais c'est pas ça que je veux. Moi, j'en veux un qui me fasse craquer. Et après, j'ai une attitude, ça c'est vrai, c'est un problème, mais j'arrive pas à le combattre. C'est peut-être un peu pour ça aussi que je vous appelle. C'est que, bon, alors après on dit que les filles, elles sont particulières. Mais alors, vous aussi, hein, je me demande, mais qu'est-ce que vous voulez? Comment il faut être? Parce que je me dis, un homme qui a du caractère. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, je pense avoir du caractère. Ça me plaît, un homme qui a du caractère, ça me fait pas bloquer. Pourquoi un homme qui a du caractère, de voir une femme qui a du caractère, ça le fait bloquer? Non, mais je pense que c'est pas une question de caractère ou pas. C'est une question de démonstration de quelque chose. Je pense que vous avez rien à prouver. D'abord professionnellement, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. Je pense que vous n'avez rien à prouver, Carla, ni à vous, ni à personne. Je pense qu'il faut juste aujourd'hui, c'est ce que disent un peu tous les messages qu'on a. Je passe tous les numéros de téléphone qu'on vous donne. Hein. Vous avez beaucoup de demandes et beaucoup de monsieur qui donnent leur numéro de téléphone pour essayer de faire votre conquête. Donc vous verrez si vous voulez donner suite ou pas. On vous donnera les numéros de téléphone si vous le souhaitez hors antenne. Ce que je veux vous dire, Carla, c'est que il faut peut-être écouter, laisser venir l'autre et écouter. Il faut que vous arrêtiez vous de parler à un moment donné. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut que vous vous économisiez. Quand je dis vous économisiez, c'est-à-dire droit de réponse. Alors là, je parle beaucoup parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais c'est pas pour. Non, c'est pas du tout dans le cadre des émissions. Mais j'adore écouter Roland. Je vous promets, j'adore écouter. Non, mais à un moment donné, il faut vous cacher. Quand je dis vous cacher, c'est-à-dire ne pas montrer qui vous êtes. Dans la mesure où vous savez ce que vous. Je vais vous expliquer. Dans la mesure où vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. C'est pas la peine que vous séduisiez le monde entier et vous en êtes d'accord et vous le reconnaissez aujourd'hui. Vous dites j'ai des numéros de téléphone à tout va, je plais à beaucoup de gens et voilà et je m'en vante pas parce que c'est comme ça et finalement je suis toute seule. Donc moi je crois qu'à un moment donné il faut que vous vous cachiez, c'est-à-dire que vous cachiez un peu. Je dis pas ce que vous êtes, mais que à partir du moment où vous n'avez pas rencontré la bonne personne, c'est pas la peine que vous vous dévoiliez. C'est-à-dire que vous devez rester avec une certaine discrétion. Et puis vous allez voir. C'est plus Carla alors. Non, si c'est du Carla, mais Carla, elle est comme ça. Non, Carla, elle est pas comme ça. Moi, ce que j'entends de Carla, c'est que c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un peu de romantisme. Justement, quelqu'un qui dise tiens, je vais piocher un peu. Non, je pense qu'il faut vous économiser parce que vous n'êtes pas la vraie Carla. Je pense que la Carla Executive Woman n'est pas la Carla que vous êtes au fond de vous. Au fond de vous, vous avez envie un peu de romantisme, vous avez envie de vous occuper de quelqu'un, vous avez envie de partager énormément, vous avez envie d'écouter énormément, vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'admirer à votre tour, parce que je pense que vous devez susciter un peu d'admiration autour de vous, mais vous aussi, vous avez envie d'admirer. Donc, ouais, et là, le problème aussi, Roland, c'est que moi, j'ai besoin que l'homme me fasse vibrer dans le sens où c'est pas une question financière, attention, parce que j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin de ça. Hein. J'ai besoin d'un homme de caractère, j'ai besoin d'un homme qui a des amis, j'ai besoin d'un homme mais pour ça, j'ai besoin de ça. Oui, mais vous avez attention, pas qu'il brille. Mais vous avez beaucoup de besoins. Vous avez des besoins qui sont tout à fait compréhensibles, comme les hommes ont des besoins aussi. Cathy de Lyon nous dit il faudrait que Carla puisse être un peu dans la retenue tout de suite pour qu'on puisse la découvrir, pour qu'on puisse, si vous voulez, vous donner l'impression, quand on vous écoute, de tout connaître de vous très rapidement. Alors qu'en réalité, ce que vous donnez comme impression n'est pas la bonne, évidemment. Comme beaucoup de gens, on est tous pareils. Hein. Donc, vous échappez pas, malheureusement, à ce type de comportement. Et quel est le problème si on se connaît ? Comment ça ? Quel est le problème si on se connaît ? Ça veut dire quoi ? Vous me dites que je donne l'impression de trop me connaître, oui, c'est ça ou j'ai pas non, on vous donne l'impression que vous dévoilez très vite sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez envie, sur ce qu'on imagine des fois de vous mais là, la faussement. Radio, parce que je suis avec vous. Oui. Je suis pas comme ça quand je sors.
vous pensez bien que je peux pas arriver dans une soirée et dire alors voilà, moi, Non, mais je sais bien. Non, mais ça, vous le dites pas, mais votre comportement trahit évidemment ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un, voilà, vous parlez assez facilement. Votre attitude, les gestes, les attitudes, votre façon d'être, tout ça. Et moi, je pense que vous gagneriez, vous, à observer votre proie. Quand je dis votre proie amoureuse. C'est-à-dire qu'il faut être un peu dans l'observation à un moment donné. Et puis le garçon qui aura la chance de vous rencontrer, eh bien, découvrira la vraie Carla. Mais vous pouvez pas offrir à tous ceux qui vous voient et qui vous entendent la vraie Carla. Il faut le garder un petit peu pour vous, ça. Parce que la vraie Carla qu'on entend, c'est pas vraiment celle qu'on le rencontre ou celle qu'on va apercevoir comme cela au détour d'un dîner ou d'une conversation ou d'une rencontre même professionnelle. Donc moi je pense que la vraie Carla, elle doit rester un peu en réserve, elle doit rester un peu en retenue et puis offrir peut-être à celui que vous aurez peut-être choisi cette fois-ci, vous aurez envie de vous montrer tel que vous êtes et on vous donnerait le vrai visage de la Carla. Moi je pense qu'on est tous un petit peu, et d'ailleurs vous l'avez dit à un moment donné, vous dites que vous renvoyez un message qui n'est pas le bon très souvent dans votre attitude. Vous l'avez reconnu vous-même et c'est vous-même qui me l'avez dit au début de notre conversation. Vous renvoyez un mauvais message. Et on renvoie souvent tous un mauvais message, surtout dans les relations amoureuses. Dans les relations amicales... ça paraît, quoi. C'est difficile d'être quelqu'un puis de montrer autre chose. Parce que faut pas montrer autre chose. Faut pas montrer autre chose. Mais il faut rien montrer du tout. C'est ça que je vous dis. Moi, je vous dis pas de mentir. Hein. Moi, je vous dis, il faut rien montrer du tout. Il faut juste être un peu dans la retenue en ce qui vous concerne. Ah bah c'est dur, c'est dur. Vous me demandez d'être une magicienne en fait. Non, je vous demande juste d'être un peu dans la retenue et d'être un peu, d'attendre un petit peu tapis dans l'ombre pour voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis à partir du moment où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui risque de vous plaire ou qui pourrait vous plaire, eh bien là, pourquoi pas, vous montrerez. Puis surtout que c'est ce qu'on a également, Brigitte dit, vous avez peut-être des attentes trop précises, vous vous protégez beaucoup derrière vos rires et votre façon d'être et de parler. Peut-être avez-vous peur de dévoiler votre sensibilité. Oui, c'est ce que je vous disais, je pense que vous avez, on le sent, une vraie sensibilité et elle est totalement différente de celle que vous laissez transparaître. Et vous vous protégez comme ça, c'est comme des vêtements que vous mettez pour ne pas finalement qu'on voit votre sensibilité derrière tout cela. Donc je pense que puisque vous ne souhaitez pas qu'on la voie, c'est pas la peine d'être très présente ou très. Je pense qu'il faut rester un peu dans la retenue et vous allez pouvoir vous dévoiler pour la bonne personne parce qu'il n'en suffit que d'une seule. Vous avez besoin de poser, c'est ce que je vous disais, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. Une seule personne et vous saurez la reconnaître et lui aussi saura vous reconnaître. C'est sûr. Mais ouais, je sais pas si ça arrive à tout le monde, ça, parce qu'il y en a qui ont la chance de rencontrer l'amour plusieurs fois dans leur vie. Mais je pense que c'est pas dit quoi que le train s'arrête même une fois. Non, mais c'est pas parce que vous allez en faire, c'est pas parce que vous allez en faire beaucoup que du coup ça va. Là, vous comblez un peu votre vie et c'est dommage parce que je suis sûr que vous pouvez parfaitement. Vous avez plein de qualités, vous êtes bourré de qualités. Franchement, vous êtes pleine de vie, vous êtes charmante, vous avez la chance professionnellement d'être épanouie. Franchement, vous avez plein de choses à apporter. Vous êtes plutôt drôle. Voilà, Christiane dit. Faut laisser faire les choses et tout va arriver. Alors on a un agriculteur, Bertrand, qui dit je suis donc agriculteur, j'ai un caractère fort qu'il faut souvent le remettre à sa place. Par contre, j'ai un projet pour des enfants malades. Je mesure 1m82, j'ai 72 kilos, brun, les yeux marrons. Avant, j'étais très sportif. Je m'appelle Bernard. Et il donne son téléphone aussi. Vous voyez, on a comme ça un certain nombre de téléphones pour vous. Mais bon, ça c'est anecdotique. Donc je vous le dis juste pour donner un peu d'humour à notre échange. Mais je pense sincèrement, Carla, que vous allez rencontrer. Il n'y a pas de raison. Franchement, vous avez tout. Et on l'entend bien. Vous avez tout pour rencontrer la bonne personne. Vous savez ce que disaient nos grands-mères. Chaque pot a son couvercle. Ouais, mais ça, ce sont des belles phrases. Non, c'est pas des belles phrases. Si c'est vrai, non, hein. Mais bien sûr que c'est vrai. Bien sûr. Comme c'est genre, vrai. Tu sais, la roue tourne et tout ça. Non. Pas trop, mais arrêtez de ne pas y croire. Arrêtez. Si vous perdez vos rêves, ça n'ira plus. Vous avez encore plein de rêves. Carla, vous allez rencontrer la bonne personne, c'est sûr. Juste, pour mieux la rencontrer, restez un petit peu, observez-la un peu de loin. Ne vous approchez pas trop tout de suite. Comme ça, vous saurez si c'est la bonne personne ou pas.
Ah, mais ne croyez pas, je me la ramène pas autant quand je suis à l'extérieur. Je me la ramène sur mes chantiers. Oui, mais on a du mal à se... peinture, je m'éclate sur mes peintures, sur mes toiles. Carla, on a du mal à se départir de ce qu'on est dans la vie professionnelle. Ouais, après l'attitude et tout. 8 heures par jour, okay. 8 heures par jour, vous savez, on a du mal à remettre à d'autres vêtements, donc je sais de quoi je parle. Donc, je pense sincèrement que, allez, mettez-vous un peu de côté, regardez un peu de loin, comme si vous mettiez des lunettes, et puis vous allez voir, vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. Et je vous demande surtout pas de masquer votre personnalité, au contraire, je vous demande juste de la préserver un peu pour la livrer à la bonne personne. Voilà ce que je vous dis. D'accord ? Ok, ça va, mais on va essayer. D'accord. Merci en tout cas de votre appel, Carla, vous nous avez fait beaucoup sourire, et puisque vous dites, il y a plein de vérités, parce que je crois que nombreux sont ceux et celles qui nous écoutent et qui sont exactement dans votre situation. On a Christian... Mais je sais, mais comme je disais à Quentin, c'est l'amour à la file indienne en fait, parce que en file indienne, pardon, il y a tout le monde. Alors moi j'aime l'autre, mais ça serait bien qu'il y en ait un qui se retourne, quoi. Oui, vous allez voir. Il va se retourner. Si moi je suis encore à l'antenne le 23 décembre et le 31 décembre, si d'ici là il s'est retourné, rappelez-moi, j'aimerais bien en parler avec vous. D'accord, Carla ? D'accord, ok. À bientôt. C'était pas évident de passer derrière Caroline. C'était une drôle de tâche, et Sophie, je trouve que vous assurez bien. C'est super gentil. Merci Carla, mais elles sont formidables, Roland. C'est vrai. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Et nous sommes avec Fabrice, qui malheureusement, je ne suis pas Caroline Dublanche, Fabrice. Ça n'est pas un problème. Bon, d'accord, très bien. Oui. Vous n'auriez pas eu le choix ce soir, en tout cas. Merci de nous avoir joints. Non, mais c'est pas un problème, non. Non, merci à vous, monsieur. Non, je vous connais pas. J'ai eu Caroline Dublanche 2-3 conversations dans l'année 2015. Oui. Mais je vous ai connu ce soir, voyez-vous. D'accord. Mais ce n'est pas le problème. Mais vous semblez très sympathique. Merci. Non, mais je vous en prie. Non, ce que je voulais dire, monsieur, c'est ce que j'ai dit à au secrétariat, secrétariat, je crois que vous appelez ça. C'est à Quentin ou à Sonia, oui. Voilà. Eh bien, quand arrivent les fêtes de Noël, je suis pas bien. Oui, comme pour beaucoup, oui. Et oui, c'est ce que j'allais vous dire, comme beaucoup. Et puis, je le sais, parce que je connais pas mal de personnes qui se sentent pas bien quand les fêtes d'année arrivent. Et puis, je me sens pas trop bien. J'ai le malheur d'être tout seul. J'ai été divorcé il y a 13 ans maintenant. Mes parents sont âgés et sont bien gentils de m'inviter, et puis je me dis toujours, est-ce que je vais y aller, parce que je suis toujours mal. Voilà. Et quand les fêtes sont passées, je me sens beaucoup mieux. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Ça vous renvoie... j'ai un médecin qui m'a dit... Oui, allez-y, oui. Non, j'ai un médecin qui me suit, je suis pas malade, mais à chaque fois je lui dis, il me dit, c'est votre mauvaise période. Bon, parce qu'il le sait, et à chaque fois c'est la bonne, quoi. Alors, je sais pas pourquoi. Si, on va essayer de comprendre, mais Fabrice, vous disiez, j'ai divorcé il y a 13 ans, vous avez des enfants ? Oui, j'ai 3 filles. Une fille et 2 petits-enfants. D'accord, donc vos filles sont mariées ? Vos filles ont des enfants ? Oui, j'ai ma fille aînée qui a 2 enfants, oui. D'accord. Et vous passez pas les fêtes en revanche avec vos enfants parce qu'ils le passent avec votre ex-femme ? Voilà, tout simplement. Donc, vous savez que quand il y a un divorce, on va dire que la famille se décompose un peu, quoi. Mais vous n'avez pas gardé de bonnes relations avec votre ex-épouse ? Non, pas du tout. Elle est elle-même remariée ? Oui, elle s'est remariée, je crois que c'est en 2009 de mémoire. Et est-ce que c'est... ça, c'est pas le problème que... Non, c'est pas le problème, mais ce qui vous pèse, à mon avis, c'est parce que j'imagine que c'est depuis votre divorce, depuis 13 ans, que les Noëls sont difficiles pour vous ? Écoutez, je sais pas juste, parce que je voudrais pas vous mentir, mais je me souviens, parce que là c'est la réalité, même quand j'étais marié, les Noëls me plaisaient pas. Noël, jour de l'an, etc. Pourquoi ? Je sais pas. Le problème, il est là, je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'était le genre de... Qu'est-ce que vous aviez vécu dans votre jeunesse, vous, avec vos parents? Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère. Bon, quand j'étais gamin, au Père Noël, on croit tout ce qu'on veut bien. J'espère qu'il n'y a pas les petits-enfants qui nous écoutent à ce moment-là, je pense pas. Mais bon, je croyais au Père Noël comme tout le monde. Et puis, non, ça, c'est autre chose. Et puis, je vous dirais pas une année précise. Mais après, toutes ces fêtes-là, ça... En fin de compte, si vous voulez... Bon, là, je vais aller chez mes parents, normalement, le 24. Mes parents qui sont âgés, moi j'ai 59 ans, j'ai pas peur de le dire, mes parents sont bien évidemment plus âgés. Je suis content d'y aller si vous voulez, mais j'y vais pas avec la fleur au fusil, quoi. Mais même ce qui m'interpelle, c'est que vous nous disiez que lorsque vous étiez avec votre femme et avec vos filles, vous avez 3 filles, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur, oui. Vous avez 3 filles. Donc, lorsque vous étiez avec vos 3 filles et votre femme à l'époque, et vous fêtiez également Noël, mais vous étiez malheureux quand même. Malheureux, non. Enfin, il y avait un malaise. Oui, c'est ça. J'avais hâte que ce soit fini. J'avais hâte que ce soit fini, et puis... et vous avez jamais pu identifier la raison dans votre enfance qui fait que ces jours-là, précisément, vous n'avez pas perdu un proche à l'approche de ces fêtes? Non. Vous n'aviez pas un animal que vous aviez perdu? Vous n'aviez pas un ami? Vous aviez pas... Non. Je vais être franc avec vous, monsieur, pas du tout. J'ai eu une enfance très, très heureuse. Mes parents étaient très, très bien, que ce soit financier, amoureux... non, mais à cette période-là, oui, mais ça, j'ai bien entendu, mais à cette période précisément, du 24 décembre, de la fin décembre, des fêtes, il s'était pas passé quelque chose à ces moments-là, précisément? Non, rien du tout. Non, si je vous le dis, croyez-moi, c'est que c'est la vérité. Alors, c'est justement pourquoi j'ai ce problème-là. Bon, je me permets d'en parler ce soir parce que j'ai écouté pas mal de personnes et c'est pas le même sujet. J'ai même entendu la petite dame avec son chien, la pauvre dame, qui avait peur, qui doit aller à l'hôpital. Et puis, son chien, je sais pas où est-ce qu'elle habite, mais si avec ça, son chien, je le prendrais bien chez moi pour il y a eu beaucoup d'auditeurs qui se sont proposés et on va voir si... Oui, parce que moi, je pourrais prendre son petit chien pendant 15 jours, 3 semaines, c'est pas le problème. Et disons que c'était pas le sujet, mais sinon je le ferai avec volontiers. Mais non, je ne sais pas, monsieur, pourquoi, et mes parents le savent très bien, parce que j'ai encore eu ma mère cet après-midi qui m'a dit « J'espère qu'on compte sur toi sur Noël ». Bon, ma mère a été plâtrée la semaine dernière, elle s'est fait une petite entorse à la cheville, je l'ai accompagnée à une clinique à côté de chez moi, sans problème, elle doit se faire des portraits mardi, et là, je rentre dans la période, on va dire, des fêtes, et puis je suis pas bien, je suis ce qu'on appelle agoraphobe. Voilà. Plus les fêtes, et plus les fêtes approchent, moins je suis bien. D'accord. Alors c'est en fait je sais même pas comment je vais faire mardi pour conduire ma mère à l'hôpital pour se faire des plâtrés. Voyez-vous où j'en suis arrivé. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il va y avoir du monde sur les routes, ou vous pensez que... Non, la clinique est à côté. La clinique elle est à 300 mètres de chez moi. Non, c'est pas une question de distance, c'est que quand je suis dans l'angoisse, on va dire, je rentre dans de l'agoraphobie, et puis je peux même pas descendre à ma boîte à lettres parfois chercher mon courrier. Et vous ne pouvez pas vous faire aider par votre médecin qui peut vous donner, juste pendant cette période, puisqu'on n'arrive pas à identifier vraiment le malaise, il faudrait peut-être travailler un peu plus profondément qu'on ne le fait là à l'antenne, mais vous donner juste un traitement de courte durée pour vous apaiser, pour vous déstresser et pour vous permettre de passer comme ça ces quelques jours dits de fête, même si pour vous, si vous n'êtes pas à la fête, semble-t-il, peut-être que vous pourriez prendre un traitement de courte durée pour vous apaiser. Oui, les antidépresseurs, j'y ai droit, comme on dit. Mais si vous voulez, quand je vais aller chez mes parents, je vais être très bien. Mais je vais avoir qu'une hâte, c'est que ce soit fini. Bon, alors c'est un petit peu bête ce que je dis. Oui, non, c'est pas bête, mais la bonne nouvelle, c'est que le temps file, donc ça va de toute façon pas durer trop longtemps. Mais si vraiment vous êtes mieux chez vous, pardon de vous dire ça, alors puisque vous avez l'occasion d'aller voir vos parents en dehors des fêtes, donc et ça se passe bien. Vous voyez vos enfants par ailleurs en dehors des fêtes, vous voyez vos filles? Oui,
Pas trop souvent, parce qu'ils habitent loin maintenant, loin, et puis, enfin, loin. Mais c'est pas à des milliers de kilomètres, mais enfin, bon, ils habitent loin. Mais vous savez, moi je pense que vous n'êtes pas obligé d'aller chez vos parents. Vos parents, le 24 décembre, ils savent, ils comprennent tout à fait que vous n'êtes pas bien ce jour-là, et voilà, que c'est une période de fête un peu compliquée pour vous. C'est ce que j'ai fait, monsieur, il y a, je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois plutôt qu'il y a 2 ans, j'y suis pas allé. Bon, sauf que mes parents avaient fait des frais quand même. Bon, et puis mes parents, ils sont pas tout jeunes. Mon père a 83 ans, il les a pris hier, en l'occurrence. Et pour vous dire, j'étais tellement mal que j'ai même pas été à l'anniversaire de mon père hier. Bon, bien sûr, je lui ai téléphoné pour lui que c'était son anniversaire. Mais c'est quoi, c'est tout le mois de décembre où vous êtes pas bien, Fabrice? Oh, à partir de fin novembre. Quand mon anniversaire arrive, moi je suis du mois de novembre. Et bah puis, alors on touche. Ah, mais alors c'est peut-être pas les fêtes. On touche à autre chose, vous le dites, c'est peut-être votre anniversaire. Quelle est la relation que vous avez avec le temps qui passe, avec l'âge, avec c'est quoi? Vous avez l'impression de ne pas avancer? Quand je dis de ne pas avancer dans votre vie, je ne travaille plus maintenant. Ouais. Je ne travaille plus maintenant. Bon, j'ai 59 ans, j'ai pas peur de le dire. Bon, je suis pas trop jeune, je suis pas trop vieux. Et puis, je sais pas, mais je peux pas vous dire que c'est le temps qui avance qui fait ça, puisque je vous ai expliqué que quand j'étais même encore marié, que je n'aimais pas les fêtes. Oui, mais c'était quand même propice à l'âge qui passe. C'est propice à votre anniversaire. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous avez eue, Fabrice? Que j'ai eue, oui. Et est-ce que maintenant, celle que j'ai maintenant, pas tellement. Pas tellement. Et à l'époque où vous étiez marié, vous étiez satisfait de la vie que vous aviez? Bah oui, j'étais 30 ans avec la même femme. Hein. Oui, mais bon, vous avez divorcé, mais peut-être que vous aviez déjà un peu avant le divorce, vous étiez pas forcément très heureux. Non, je pourrais pas dire ça, honnêtement. Honnêtement, je pourrais pas dire ça parce que non, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai pas eu de problème particulier. Bon, comme dans tous les couples, hein, ça roule pas toujours sur. Comment dirais-je, ça roule pas toujours bien, mais enfin bon, dans l'ensemble. Est-ce que vous n'avez pas une déception? Est-ce que vous n'avez pas eu une déception? Alors, pas forcément amoureuse, mais est-ce que vous n'avez pas eu une déception professionnelle? Est-ce que vous vous êtes pas dit que vous n'avez pas fait ce que vous auriez voulu faire, que vous n'êtes pas arrivé là où vous vouliez arriver, que le temps passant, évidemment, ça gâchait un peu les chances d'y parvenir? Est-ce que c'est pas lié à cela? Parce que j'entends quand même vous avez répété plusieurs fois votre âge, mais encore, et vous avez raison de dire que vous êtes pas vieux du tout, mais aujourd'hui vous ne travaillez plus, vous avez répété donc encore une fois à plusieurs reprises votre âge, et votre anniversaire coïncidant quasiment à la fin novembre et le début du mois de décembre où on est. C'est ça, oui. Alors, est-ce que c'est peut-être pas les fêtes qui sont en cause? C'est peut-être cette fin d'année, le fait que vous ayez un an de plus, le fait que votre vie, elle est peut-être pas celle que vous auriez souhaité avoir? Je sais pas, monsieur. Je vais vous dire la sincérité, c'est que les fins d'année, pour moi, ça passe pas. Moi, je suis content quand on arrive début janvier. Parce que pourquoi vous avez l'impression que tout est à faire, que tout peut recommencer, que non. Ou c'est la fin de quelque chose qui vous ennuie? Je sais pas. Pour vous donner un exemple peut-être bête, quand je vois les émissions à la télé, que je vois les sapins et tout, ça me déprime. Si vous regardez la première, moi le midi, je regarde parfois, je vais pas faire de la publicité, et je regarde la une. Mais est-ce que vous aimez la fête? Alors, est-ce que vous aimez plutôt la fête? Est-ce que la fête, de façon générale, est-ce que vous aimez la fête? Plus maintenant. Plus maintenant. Mais quand vous l'aimiez? Vous l'aimiez quand vous étiez jeune, et vous l'aimez plus depuis combien de temps Je parle pas de la fête de fin d'année, de façon générale la fête. Est-ce que vous aimez aller à des mariages? Est-ce que vous aimez aller à des communions? Est-ce que vous aimez aller à des anniversaires? Est-ce que vous aimez tout simplement faire la fête? Non, plus maintenant. Ah, mais voilà. Plus maintenant. Non, parce que je vais même vous dire que les auditeurs vont dire qu'est-ce que c'est ce gars-là. Ah oui, on vous a même traité d'ours polaire. Hein. Monica a dit, ne seriez-vous pas un ours polaire? Un homme sensible derrière une carapace qui a peur que le tout plein d'émotions de Noël ne casse sa carapace. Elle a peut-être raison, cette dame. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas répondre là-dessus. Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, tout ce qui est
Bon, des baptêmes, il y a longtemps qu'il n'y en a plus, des mariages non plus. Oui, j'ai ma dernière fille qui se marie le 6 juin prochain, je sais plus, le 5. Mais et ça vous ennuie aussi? Non, ça m'ennuie pas, je suis contente pour elle. Mais enfin, oui, mais la fête, je parle de la fête qui va s'organiser, la réunion de famille. Bah, je vais y aller de toute manière. Oui, vous allez y aller, bien sûr, oui. mais ça vous angoisse? Oui. Oui, ça vous angoisse. Et pourtant, ça c'est dans 6 mois. Oui. Et ça m'angoisse déjà. Alors, c'est dû. Alors vous parlez d'agoraphobie, mais cette agoraphobie ne se manifeste, oui, évidemment pendant les fêtes, puisque vous êtes en présence de monde et de foule. Mais toute l'année, par exemple, toute l'année aussi, si on vous invite, ça va vous allez avoir ce symptôme. Je l'ai pas toujours, mais comme je vous dis, il y a des fois je suis tout seul chez moi, hein, et puis le fait de descendre pour aller chercher mon courrier. C'est l'enfer. Quand je dis l'enfer, c'est-à-dire que c'est très dur d'aller jusqu'à ma boîte à lettres en bas. Et l'agoraphobie, j'espère beaucoup de gens ne la connaissent pas parce que c'est très très dur. Et ça, si je vous le dis, c'est que c'est vrai, c'est pénible. Cette agoraphobie, vous la vivez toute l'année? Toute l'année, non, bien sûr que non, mais ça me prend soudainement. Je le sais, je la sens arriver. Mais vous la sentez arriver parce que les fêtes, c'est l'occasion de rencontrer du monde ou de se réunir c'est pour ça que vous la vivez plus difficilement cette fois-ci. Toute l'année, vous n'êtes, vous le dites vous-même, vous n'êtes pas forcé vous n'êtes pas forcé de vous réunir, de voir du monde, d'être avec d'autres gens. Bien sûr. Et là, vous avez l'impression que les fêtes de fin d'année, si vous saviez, monsieur, combien de fois j'ai fait des invitations où j'ai été invité, et puis que j'ai décommandé parce que ça n'allait pas. Et ça, c'est triste parce que après, c'est triste. Les gens disent, mince, on l'invite, et ne serait-ce que mon frère, qui m'invite de temps en temps, j'y vais. Puis il y a des fois, je n'y vais pas. Il me dit, mince, alors je décommande, bien sûr. Et puis il me dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je suis pas bien. Je fais de l'agoraphobie, je peux pas sortir. Et puis pareil, quand moi parfois j'invite, et puis au même titre, je dis écoutez, l'invitation de dimanche prochain ou samedi prochain. Fabrice, on entend et on comprend beaucoup mieux parce qu'on est parti sur plusieurs pistes, votre anniversaire, la fin de l'année, les fêtes, mais en fait, de façon générale, vous souffrez d'agoraphobie et donc ça s'exprime évidemment un peu plus et vous en souffrez parce que vous avez tellement peur de devoir participer à des réunions ou à des fêtes, évidemment à la fin de l'année, c'est les gens qui s'agglutinent devant les magasins, les sapins de Noël, vous savez, etc. Les fêtes avec mes parents, on n'est que 3. Hein. Oui, donc je sais. Non, mais ça vous renvoie. Mon père a 83 ans, ma mère en a 80 bientôt. Ça vous renvoie. Mais ça vous renvoie à votre problème d'agoraphobie. C'est ce que je veux vous dire, c'est que ça vous renvoie à cela, même si c'est pas avec vos parents que vous allez en souffrir un peu plus. Ça vous renvoie forcément à cela et à cette souffrance. Pourquoi vous vous faites pas traiter pour ça? Je suis plus ou moins traité, si vous voulez, mais bon. Mais pourquoi moins que plus? Pourquoi moins que plus? Peut-être que ce serait bien de vous preniez en main ça, parce que vous en souffrez, vous faites souffrir aussi même un peu peut-être vos filles que vous voyez pas beaucoup, des amis que vous pourriez avoir que vous ne voyez pas parce que vous avez cette difficulté. Vous avez 1000 fois raison. Vous avez 1000 fois raison parce que je vais conclure parce que je voudrais pas. Je sais qu'il y a des auditeurs derrière. Ouais. Non, on va finir avec je vais vous dire, moi je souffre de ça. C'est que indirectement, je fais de la peine à certaines personnes qui me comprennent très bien. Mais ils se disent, mince, on l'a invité, il vient pas, il nous a invité, il décommande. Alors après, je rentre à nouveau dans ce système en me disant, je devais y aller, j'y vais pas, et puis ça vous angoisse encore plus d'avoir refusé. Alors je me morfonds tout seul. Mais oui, parce que vous êtes angoissé et stressé d'avoir dû répondre non et d'avoir fait de la peine. Donc après, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il faut quand même que vous essayiez, parce que c'est le premier qui en souffre quand même, au-delà de la peine que vous pouvez faire à vos proches, alors à vos enfants évidemment un petit peu, à vos filles peut-être qui voudraient peut-être vous voir plus, à vos petits-enfants qui auraient envie d'avoir un grand-père un peu plus présent
temps peut-être, mais bon, vous avez quelque chose de sérieux, c'est bien malgré vous, hein, c'est pas quelque chose, cette phobie que vous avez, elle est réelle et vous le faites pas exprès. En revanche, si vous en avez conscience aujourd'hui et elle vous pénalise, et elle pénalise un peu votre entourage, mais surtout vous, c'est vous qui en souffrez, je pense que vous devriez sérieusement penser à tenter d'y remédier avec un très bon thérapeute, avec je sais pas si vous avez un peu de temps et vous semblez en avoir un peu puisque vous ne travaillez pas. Oui, je ne travaille plus. Oui. Vous avez beaucoup d'auditeurs vous compatissent et comprennent parfaitement ce qui vous arrive. On a un auditeur qui nous dit: j'ai ressenti le même mal. Il m'est arrivé au moment où de démarrer ma voiture pour aller à un mariage, et du coup je suis rentré chez moi au seul endroit où je me sentais en sécurité. Exactement. Voilà. Exactement. Excusez-moi de vous couper la parole, monsieur. Non, je vous en prie. Je vais vous dire une chose. Il y a des fois, quand je suis chez moi, bon, c'est pas toujours très bien, mais je me sens mieux que si je sors dehors. Et il y a des fois, je sors dehors. Moi, j'ai vu prendre le métro, parce que là où j'habite, il y a le métro, monter dedans, et je sais plus ce qui se passe dans ma tête, ça n'a plus. Je vois des gens dans le métro, je vois tout, j'ai qu'une heure, c'est de sortir du métro. Mais c'est pour ça que Brigitte nous dit d'ailleurs pourquoi ne pas suivre une thérapie, c'est ce que je vous disais. Il y a des thérapies comportementales, par exemple contre l'agoraphobie. Donc oui, si vous êtes dans une grande ville, et on l'entend puisque vous dites qu'il y a le métro, si vous êtes dans une grande ville, je pense que vous pourriez, voilà, ça va être une bonne résolution du mois de janvier, Fabrice, c'est de suivre une vraie thérapie, trouver le bon thérapeute. Et puis vous dire que cette année ne sera plus la même année que toutes celles que vous avez vécues, parce que d'abord il faut que vous vous apaisiez, c'est vous qui vos parents ont besoin de vous voir, vos parents, vous avez besoin de profiter d'eux, vous avez dit que vous avez une vie. Oui, parce qu'en plus je leur fais beaucoup de peine, parce que quand je viens pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hier c'était l'anniversaire de mon père, il prenait 83 ans, j'y ai pas été, j'y ai téléphoné, j'ai dit bon, j'ai souhaité bien sûr son anniversaire. Et puis j'ai dit: papa, excuse-moi, mais je vais pas venir ce soir. Bon, il recevait ses 10 enfants, donc mes filles, et moi j'y suis pas allé parce que j'étais dans l'incapacité complète. Mais oui, sur ce coup-là, après je me sens mal. Mais oui, vous en voulez. Je me sens mal parce que je me dis, il faut pas y aller, j'y ai pas été. Il faut pas vous en vouloir. Il faut pas se dire ça après coup. Il faut essayer de prévenir le coup. Il faut toujours avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure à une autre auditrice, avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que maintenant que vous savez que vous avez identifié, en réalité, c'est pas le problème des fêtes, c'est juste le problème de cette agoraphobie qui vous empoisonne la vie. Et il faut tenter vraiment. C'est pas facile, hein. C'est des mots, mais c'est pas facile de retrouver le bon thérapeute. Le pire, c'est quand les fêtes arrivent. Oui, mais ça s'exprime parce que là, vous voyez, vous avez cette agoraphobie qui se double, enfin, qui s'aggrave. Mais de toute façon, c'est pas ni les fêtes ni rien, c'est vous et vous. Donc cette année, vraiment, prenez la bonne résolution de tenter de vous soigner, de tenter d'y mettre fin, de tenter d'apaiser ce dont vous souffrez. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. C'est quelque chose qui se traite très bien aujourd'hui. Ça va être l'occasion de parler de vous, de discuter, d'approfondir, et puis de comprendre certaines choses. Et ça va quand même vous simplifier la vie. Et vous allez beaucoup moins souffrir. Et surtout, vous n'allez plus avoir cette souffrance chevillée au corps lorsque vous êtes obligé de dire non à des gens que vous aimez. Surtout moi, c'est de faire souffrir les autres. Voilà, vous allez prendre cette résolution, Fabrice, vous me promettez de le faire? Je vais essayer. Je vais faire le nécessaire. Faites-le, Fabrice, faites-le vraiment. Allez, dites-vous que 2016 ne sera plus comme toutes ces autres années. Tentez de le faire, tentez au moins. D'accord, Fabrice? Merci à vous. S'il y a des auditeurs qui veulent me contacter. Oui, on a un numéro de téléphone là on a d'autres personnes qui vont chercher à vous contacter, à qui on va donner vos coordonnées. Enfin, plutôt, on va vous donner à vous leurs coordonnées. Si ça peut m'aider. Oui, ça peut vous aider. Voilà. Merci, Fabrice. Bon courage. Je vous remercie, monsieur.